Eh bien, merci Hélène et merci à la Fondation Gabriel Péri. Merci de m'avoir invitée. Donc, le titre de mon intervention, c'est du droit de vote à la parité, en gros. Quelle citoyenneté politique pour les femmes en France ? Je dirais un mot d'histoire pour commencer. L'actualité d'ailleurs s'y prête puisque en avril 2014, eh bien, les Françaises fêteront le 70e anniversaire de leur entrée dans la cité politique. C'est en effet l'ordonnance du 21 avril 1944 qui leur accorde enfin le droit d'être électrices et éligibles dans les mêmes conditions que les hommes, pour reprendre le titre de l'article 17 de l'ordonnance. Alors, elles voteront pour la première fois en avril 1945 au municipal. Et à cette date, les Finlandaises jouissent de leur droit de voter et d'être élues depuis 39 ans, les Norvégiennes depuis 32 ans et les Allemandes depuis 27 ans. Ce rappel oblige donc à souligner la singularité de la France dans sa réticence à faire des femmes des citoyennes à part entière. Première nation à accorder le suffrage universel masculin, notre pays fut parmi les derniers en Europe, avec la Belgique et l'Italie, à concéder aux femmes la citoyenneté politique. Alors, si les Françaises ont vite appris à user de leur droit de vote, en revanche, l'exercice de leur droit d'éligibilité s'est avéré beaucoup plus difficile. En effet, en démocratie, ce sont les partis politiques qui, via les investitures aux élections, filtrent l'accès aux assemblées élues, faisant office de gardiens du temple, ou, pour reprendre l'expression de Bourdieu, de gardiens de but. Or, les partis se sont longtemps comportés comme machines à exclure les femmes. En outre, la mise en place des institutions de la Ve République en 1958 va être d'une certaine façon fatale pour les femmes, entraînant une longue traversée du désert. En effet, d'une part, l'élection présidentielle au suffrage universel direct a beaucoup fait pour exacerber l'image virile du pouvoir, et en même temps, d'autres règles en vigueur ont contribué à exclure les femmes du jeu politique. On doit nommer d'abord le retour au scrutin uninominal majoritaire pour élire les députés, un système très dur aux femmes car il donne une prime politique aux notables et aux sortants. Alliées à la faculté de cumuler mandats et fonctions, ces deux règles de la profession politique ont donné évidemment toute facilité aux hommes, bien implantés localement, pour s'auto-reconduire au Parlement et barrer ainsi la route aux outsiders, qu'ils soient des jeunes ou des femmes. Un chiffre illustre bien la mise hors jeu des femmes par les partis politiques, puisque pendant les 20 premières années de la Ve République, soit de 1958 à 1978, eh bien, le pourcentage des femmes siégeant à l'Assemblée nationale a été constamment inférieur à 4%. Au milieu des années 90 encore, ce pourcentage reste inférieur à 6%. C'est dire, d'une certaine façon, si le droit d'éligibilité pour les femmes reste un droit purement formel. Ainsi, en France, l'universalisme républicain a fonctionné historiquement comme un facteur d'obstruction à l'égalité politique réelle entre hommes et femmes. Et c'est pour cette raison même que l'idée radicale de parité a fini par s'imposer. Alors j'en arrive donc à la réforme paritaire pour dire que dans un pays qui, depuis 1789, se réfère à un universel neutre de la citoyenneté, eh bien cette réforme dite de la parité est à l'origine perçue comme une sorte de révolution copernicienne susceptible d'opérer un véritable changement de la vie politique. D'ailleurs, au sein de l'opinion, l'invention de la parité avait soulevé de grandes espérances, dont celle de renouveler une société politique qui passait pour passablement sclérosée.
2 mots sur la loi fondatrice du 6 juin 2000, complétée par des lois ultérieures. Pour résumer les choses, on peut dire que cette loi a mis en place 2 mécanismes sur lesquels repose toujours la promotion de l'égal accès des hommes et des femmes au mandat politique. D'une part, pour les scrutins de liste, elle oblige absolument les partis à présenter 50% de candidats de chaque sexe en alternance. Et d'autre part, pour le scrutin uninominal des législatives, elle établit une retenue sur la dotation financière des partis politiques qui ne présenteraient pas autant de femmes que d'hommes à 2% près. Alors on voit bien que dans un cas, la loi procède par obligation, dans l'autre, elle procède seulement par incitation. Et pour toutes les autres élections se déroulant au scrutin uninominal majoritaire, la loi initiale est totalement muette. Alors, 13 ans après, quelles sont les avancées et les impasses de la réforme paritaire? On peut résumer les choses en disant qu'elle a suscité une féminisation à 2 vitesses. Féminisation rapide pour les assemblées élues au scrutin de liste à la proportionnelle, à savoir Parlement européen, où les femmes siègent à raison de 44%, conseils régionaux et conseils municipaux pour les villes de 3500 habitants et plus. Et dans ces 2 assemblées, les femmes siègent autour de 48%. Dans ces assemblées, la parité est donc à portée de main, y compris d'ailleurs dans les exécutifs. Je précise qu'il y a 48% de femmes parmi les vice-présidents des conseils régionaux et 48% parmi les adjoints au maire. Et au contraire, on observe une féminisation lente pour les assemblées élues en totalité ou en partie au scrutin majoritaire, à savoir Assemblée nationale, moitié du Sénat, l'ensemble des conseils généraux et l'ensemble des conseils municipaux des petites villes en dessous de 3500 habitants. Alors c'est d'abord au Parlement que le blocage se noue, bien lisible à travers les chiffres, puisque plus de 76% des sénateurs sont des hommes, comme plus de 73% des députés. Alors la France a certes progressé dans le palmarès mondial des femmes députées. Elle passe ainsi du 42e rang en 1997 au 39e rang en 2013. Mais elle arrive quand même juste derrière les Philippines, l'Afghanistan et l'Éthiopie. Si rattrapage il y a, il reste, on le voit, de très modeste amplitude. L'utopie paritaire s'est arrêtée également aux portes des conseils généraux, puisque de la base au sommet des assemblées départementales, eh bien, elle reste dominée par les hommes. Et c'est là très fâcheux parce que ces assemblées sont souvent l'antichambre de la carrière parlementaire. Avant de devenir député ou sénateur, on est très souvent conseiller général. Et les résultats des cantonales de mars 2011 montrent en outre quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire l'instrumentalisation à laquelle a donné lieu ce qu'on a appelé le ticket paritaire, institué par une loi de 2007. Et voilà, ça a donné les résultats suivants. Les femmes ne comptent que moins de 14% parmi les conseillers généraux titulaires. Et en revanche, elles ont toutes été désignées comme remplaçants à raison de 86%. La réforme paritaire a également buté sur l'obstacle de la hiérarchie des fonctions qui reste très sexuée. Là encore, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Plus de 86% des maires sont de sexe masculin, 93% des présidents d'intercommunalités, 92% des présidents de région, tout comme 95% des présidents de conseils généraux. J'ajoute qu'aucune chambre du Parlement, aucune des 2 chambres du Parlement n'a jamais, depuis 1945, été présidée par une femme.
Et ça, c'est effectivement très rare en Europe. C'est donc toujours aux hommes qu'il revient d'occuper le sommet de la pyramide des pouvoirs locaux et nationaux. On doit donc conclure que l'ingénierie paritaire n'a pas bouleversé les logiques du recrutement politique, elle n'a pas conduit les partis à abandonner diverses pratiques confiscatoires, dont celle du cumul des mandats et fonctions dans l'espace et le temps. Ainsi, en 2012, 82% des députés et 77% des sénateurs exercent au moins un autre mandat ou fonction élective. Ces parlementaires sont le plus souvent à la tête d'un exécutif local. 45% des députés et 48% des sénateurs sont soit maires, soit présidents de conseil général, soit présidents de conseil régional. Et là encore, quand on compare à différents pays de l'Europe, on s'aperçoit qu'il y a bien une exception française. En Italie, par exemple, 16% seulement des parlementaires exercent un autre mandat. Ils ne sont que 15% en Espagne, 13% au Royaume-Uni et 10% en Allemagne. Les partis de gouvernement, sauf les Verts, n'ont pas joué le jeu de la logique paritaire et c'est à minima qu'ils ont appliqué les règles de la démocratie paritaire. Alors même pourtant que la Constitution révisée leur attribue la responsabilité de la mise en œuvre de la parité. Pour atténuer la rigueur des lois paritaires, les partis ont tout fait pour en contourner l'esprit. Ainsi, lors des législatives, les partis de gouvernement ont préféré voir fondre leur dotation publique de plusieurs millions plutôt que d'investir 50% de femmes à la députation. Lors de la législature précédente, par exemple, l'UMP s'est vu retirer annuellement plus de 4 millions d'euros et le PS quelques 500 000 euros donc, de leur financement public. Autre moyen détourné, lors des sénatoriales, de nombreux sortants, notamment à droite de l'échiquier, ont eu pour stratégie de figurer en tête d'une liste dissidente plutôt que de risquer d'être battus en 3e ou 5e position sur la liste officielle. L'échec du dispositif juridique à faire bouger le système politique renvoie à des causes diverses, inertie des mœurs partisanes et surtout logique du système uninominal qui tente à la reconduction des mêmes et donc in fine à la clôture des élites sur elles-mêmes. La réforme paritaire aurait pu opérer une révolution copernicienne. Elle peut s'analyser comme une révolution manquée. J'en arrive à ma conclusion pour dire que 13 ans après la réforme paritaire, la synthèse entre républicanisme et féminisme reste à construire et que d'autres réformes sont nécessaires pour que les femmes puissent siéger à égalité dans toutes les assemblées élues. Certaines réformes promises par la gauche ont été votées ou sont en cours d'adoption. Elles sont au nombre de 5. Premièrement, le projet de loi interdisant aux parlementaires, que ce soit les députés, les sénateurs ou les députés européens, de cumuler leur mandat avec une fonction exécutive locale est en cours d'adoption par le Parlement. Cela entraînera évidemment la libération de nombreux mandats et fonctions, donnant aux femmes des opportunités à saisir. Hélas, ces dispositions ne s'appliqueront qu'en 2017. Mais enfin, on doit saluer quand même cette initiative puisque ça mettra fin aux grandes figures de la vie politique française que sont les députés-maires et sénateurs-maires. Deuxièmement, le projet de loi pour l'égalité entre les femmes et les hommes, donc porté par la ministre des Droits des Femmes, qui à l'heure actuelle a été adopté en première lecture par le Sénat, prévoit que le taux de pénalité des partis donc, qui ne présentent pas 50% de femmes à la députation est doublé en cas de non-respect de la parité. Là encore, on peut déplorer une chose, c'est que les pénalités financières ne portent que sur une fraction de la dotation publique, ne portent que sur la première fraction qui est proportionnelle au nombre de voix obtenues au premier tour, alors que la deuxième fraction porte sur le nombre d'élus obtenus et sur la grosseur du groupe parlementaire, ce qui fait que
les partis politiques se sont livrés avec cynisme à un calcul disant qu'il valait mieux perdre sur la première faction et avoir le plus gros groupe parlementaire, ce qu'on appelle la rente législative. Et malheureusement, le projet là en cours ne réforme pas ce mode de calcul des pénalités financières. Quatrième, j'en saute une. La troisième, c'est la réforme de l'élection du Sénat qui étend le scrutin proportionnel avec parité obligatoire aux départements élisant 3 sénateurs. Au lieu de 4 actuellement, parce que le Sénat, en 2 mots, a un mode d'élection double. C'est dans les petits départements, c'est le scrutin majoritaire, et dans les grands départements, c'est la proportionnelle de liste avec parité obligatoire. Et là, donc la proportionnelle de liste va être étendue aux départements élisant 3 sièges de sénateurs. Donc évidemment, ça va accélérer la féminisation de la Chambre haute lors du prochain renouvellement en septembre 2014. Quatrièmement, la loi du 17 mai 2013 a aboli la fameuse réforme territoriale votée par la droite, réforme qui augurait d'une vraie régression du nombre de femmes siégeant dans les assemblées locales, car cette réforme généralisait le scrutin uninominal majoritaire à 2 tours pour élire les futurs conseillers territoriaux qui avaient vocation à remplacer et à siéger à la fois dans les conseils généraux et les conseils régionaux. Donc cette réforme est abolie par la gauche, a été abolie par la gauche, et la nouvelle loi maintient les conseils régionaux, toujours élus à la proportionnelle de liste à la paritaire. Elle maintient les conseils généraux, qui s'appellent désormais conseillers départementaux, mais ces conseillers départementaux seront élus avec un nouveau mode de scrutin qui s'appelle le scrutin binominal majoritaire à 2 tours. Il y en a qui l'appellent scrutin paritaire, mais bon, scrutin binominal majoritaire à 2 tours. C'est-à-dire que les conseillers départementaux sont au nombre de 2 par canton. C'est un binôme, on élira un binôme. Et chaque binôme devra évidemment être composé d'un homme et d'une femme. Et évidemment, pour ne pas multiplier le nombre de conseils généraux, on va procéder à une refonte de la carte cantonale qui n'a pas été révisée depuis très longtemps. Et on va diviser par 2 le nombre de cantons, puisque sinon on se retrouverait à doubler le nombre de conseils généraux. Voilà. Et cette nouvelle loi, évidemment, est formidable parce qu'elle permettra d'atteindre à la parité dès les élections de 2015. Ça, c'est un grand pas en avant, puisqu'actuellement, je l'ai dit, les femmes ne sont que 14% à siéger dans les conseils généraux. 5e réforme, vous voyez que la gauche a travaillé quand même. Heureusement, je n'étais pas au courant, mais ça va aller. 5e réforme, les lois organiques et ordinaires du 17 mai 2013 étendent l'usage du scrutin de liste paritaire aux communes de 1000 habitants et plus. Alors que ce mode de scrutin était réservé, comme je l'ai dit jusque-là, aux communes de 3500 habitants et plus. Donc là, on l'étend aux communes de 1000 habitants et plus. Cette modification va concerner plus de 6500 communes et cela devrait permettre d'accroître de 16 000 le nombre de femmes conseillères municipales. Et c'est d'autant plus important que, selon la loi du 17 mai 2013, les premiers élus de la liste municipale ont vocation désormais à siéger parmi les intercommunalités. Donc, on peut supputer que la représentation des femmes dans les intercommunalités devrait augmenter. On peut émettre là encore une critique, c'est de dire que en France, 74% des communes, celles de moins de 1000 habitants, et qui représentent quand même 15% de la population, ne seront pas concernées par cette loi. Alors, est-ce que le pouvoir majoral des femmes, c'est-à-dire le fait qu'elles soient maires, pourra s'étoffer à l'issue des municipales de mars 2014 ? Évidemment, tout dépendra du nombre de femmes, comme toujours, du nombre de femmes têtes de liste. Alors, à Paris, Anne Hidalgo a donné le « la ».
en instituant la parité des têtes de liste. Elle a été imitée par NKM et presque tous les autres partis ont suivi. J'ai regardé, il y avait que le Front de gauche qui n'avait pas encore désigné la tête de liste, mais à Paris, il va y avoir que des femmes têtes de liste. Donc c'est quelque chose d'inédit, donc qui mérite d'être souligné car c'est rare. Mais évidemment, il n'en ira pas de même partout. Et là, il est encore trop tôt pour savoir effectivement ce qu'il en est. Donc au total, on peut dire que la gauche sera jugée sur son aptitude à réformer un système politique, la Ve République, qui, sous l'inspiration de son fondateur Charles de Gaulle, s'est historiquement construit sur l'éviction des femmes et le caractère oligarchique du recrutement politique. Voilà, merci beaucoup, merci. Merci beaucoup.